ancien magistrat, vous êtes avocat, vous êtes syndicaliste également, et puis militant. Alors, je ne vais pas dévoiler de secret, vous êtes militant politique, vous êtes un compagnon de route de la France insoumise. On en reparlera un peu plus tard. Vous avez notamment commis un certain... Alors, vous êtes aussi militant à l'ONED, l'Observatoire national de l'extrême droite, et vous avez commis un certain nombre de textes, de tribunes, pour l'humanité, par exemple, que j'ai pu croiser, dans lesquels vous êtes extrêmement critique sur la manière dont la justice est traitée, ou plutôt maltraitée en France, depuis maintenant un petit moment. Vous souhaitez remettre la justice au cœur des préoccupations, des débats, dans un pays qui s'affiche comme une démocratie exemplaire, ce qui ne semble pas être le cas. On a l'impression que c'est un peu l'enfant pauvre de la République. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, il faut se reporter un tout petit peu au contexte dans lequel la justice évolue aujourd'hui. Depuis quelques années, au moins 10 ans, et surtout depuis 2017, l'arrivée au pouvoir du macronisme et de ses gardes des sceaux successifs. La justice s'inscrit dans son fonctionnement dans une véritable nuit sécuritaire dans laquelle le pays est plongé, avec ces lois sur le renseignement, les 2 années d'état d'urgence que le pays a dû traverser avec les attentats terroristes en 2015 jusqu'au 1er novembre 2017, avec l'insertion dans ces règles, ces nouvelles normes, de règles administratives qui ne sont absolument plus sous le contrôle du juge judiciaire. Et nous évoluons dans le cadre de 4 turbulences depuis 2017. La première, c'est les attentats dont je viens de parler, qui traversent ce pays. La seconde, ce sont les mouvements sociaux. La troisième, cela a été la pandémie pendant 2 années. Et la quatrième, ce sont les crimes génocidaires, les crimes de guerre auxquels est confronté le peuple palestinien sous le joug de l'armée israélienne. Et tout cela a favorisé, sous le couvert du pouvoir macroniste, la disparition de règles procédurales qui avaient pour objectif de protéger les droits de la défense, mais surtout par l'apparition de nouvelles normes qui affaiblissent la justice et qui inscrivent son fonctionnement dans ce que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, disait en tout cas que maintenant l'état de droit n'était plus intangible. Et quand même, c'était déjà faire fi de des valeurs dans lesquelles la France, notre pays, s'est construite, c'est-à-dire l'état de droit avec les Lumières, ses conquis sociaux, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui voulait, après la Seconde Guerre mondiale, rétablir tous les peuples du monde, y compris la France, bien sûr, dans leur dignité. Et malheureusement, on assiste comme impuissant à un recul de l'état de droit qui nie ces valeurs dans lesquelles notre pays s'est construit. Alors, pour revenir à ce qui se passe en termes de recul, c'est le recul de droit, le recul du droit, sur le plan institutionnel de l'institution judiciaire, le recul de droit sur le plan constitutionnel du fonctionnement et de la mission
de l'Assemblée nationale avec ses procédures accélérées, avec ses 49.3 qui sont incessants. C'est le recul aussi de l'état de droit, de la mission du Conseil constitutionnel qui a pour objectif de filtrer l'ensemble des décisions légales qui sont prises dans le cadre que j'ai rappelé tout à l'heure à coup de 49.3, mais qui n'opère plus ce filtrage, c'est-à-dire qu'il laisse filer entre les mains de gens comme Rotaillot et Darmanin l'état de droit qui est remplacé par un état de suspicion généralisée. Suspicion généralisée avec notamment le grand schéma national du maintien de l'ordre qui construit un maintien de l'ordre de confrontation où, avec la réforme de 2019 sur la loi anti-casseurs, qui permet tout maintenant, sans le contrôle du juge judiciaire, à savoir des contrôles, des fouilles, des perquisitions qui ne sont absolument plus justifiées par l'intérêt supérieur de la loi républicaine, mais qui sont justifiées par le fait que, à partir du moment où vous défendez des convictions politiques, dans la mesure où vous défendez une activité politique, philosophique, religieuse, une appartenance syndicale, vous pouvez être suspecté d'être une atteinte, un danger à la fois pour la sûreté nationale, à la fois pour la sécurité publique, mais également contre les intérêts fondamentaux de la nation. Tout cela signe un recul historique de notre état de droit et bien entendu un fonctionnement particulièrement restreint des droits de la défense dans l'institution judiciaire qui n'officie plus. C'est-à-dire que la justice, constitutionnellement, par application de l'article 66 du Code, pardon, de l'article 66 de la Constitution, est garante des libertés individuelles dans ce pays. Et force est de constater qu'elle n'officie plus cette garantie. Elle suit statutairement, et je parle du parquet en particulier, des procureurs de la République en particulier, elle n'obéit plus qu'aux instructions de la chancellerie, de la hiérarchie judiciaire, et non plus à cette mission que les magistrats tiennent d'abord par leur prérogative d'application de la loi républicaine. Voilà où on en est aujourd'hui. On va revenir. Ouais, pardon. Oui, je voulais dire que, pour paraphraser Richard Malka lorsqu'il était amené à plaider pour les parties civiles, les victimes, les malheureuses victimes que nous avons tous connues, vous, Mourad Guichard, et moi également, Charles, voilà, tous les gens bien sûr, qui ont été assassinés dans des conditions terrifiantes. Pour paraphraser Richard Malka, avec les attentats, nous avons tourné le dos à nos idéaux, à nos libertés, nous avons tourné le dos à notre histoire, c'est-à-dire l'histoire, comme je le disais au tout début de notre entretien, qui est teintée par les Lumières. Voilà. Alors, quand vous avez prononcé le nom de Richard Malka, j'ai levé les yeux au ciel. Évidemment, je ne faisais pas allusion à sa position et à son combat juste après les attentats, mais évidemment à ce qu'il est devenu aujourd'hui, à savoir un porte-voix, notamment du printemps républicain, de Raphaël Enthoven, de Caroline Fourest et d'autres. Donc c'est une histoire qui a malheureusement mal évolué, mais effectivement, nous avons eu à connaître ensemble, vous et moi, ces
personnalité très forte de Charlie Hebdo. On va revenir à cette question du parquet, parce que d'abord, elle est intéressante. Elle est intéressante je sais que vous avez beaucoup écrit dessus, elle est intéressante à disséquer, notamment pour nos amis qui sont hors de l'Hexagone, de façon à bien comprendre les choses. Mais il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que vous faites le lien, vous parlez à la fois du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que ça raconte, le fait que vous les associez dans ce qu'on peut qualifier raisonnablement, sans vous trahir, de dérive institutionnelle? Qu'est-ce qui fait que vous placez pratiquement ce qu'on appelle la place Beauvau, donc le ministère de l'Intérieur, et puis la place Vendôme, le ministère de la Justice, quasiment sur le même plan? Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte deux choses. La première chose, c'est que statutairement, le procureur de la République est assujetti au pouvoir exécutif. Mais ça raconte aussi une seconde chose, c'est que les juges du siège, qui sont là pour appliquer la loi après le débat contradictoire, après l'organisation d'un procès équitable, ne constituent plus le garde-fou juridictionnel qu'ils sont censés défendre. Ça veut dire que la justice ne fait plus son office. Et alors que le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, est garant du fonctionnement de la justice dans l'autorité, non pas le pouvoir, parce que la justice est une autorité judiciaire, alors qu'il est garant de son fonctionnement juridictionnel, il va intervenir pour justement bloquer avec le ministère de l'Intérieur son fonctionnement et garantir avec le ministre de l'Intérieur la primauté de la police sur la justice, alors qu'il y a une indépendance entre les deux qui est obérée aujourd'hui. Et nous avons quand même aujourd'hui un ministre de la Justice qui était l'ancien ministre de l'Intérieur. Et nous avons vu la façon dont il a fait en sorte, toutes ces années durant, en suivant bien entendu la trace de ses prédécesseurs, que ce soit Collomb ou autres, même sous la présidence de M. Hollande d'ailleurs. Eh bien, cette mainmise du ministère de l'Intérieur sur la justice est significative aujourd'hui plus que jamais, puisque le ministre de la Justice est un ancien ministre de l'Intérieur. Et on peut dire qu'en France, la justice est sous le joug de deux ministres de l'Intérieur, à savoir M. Darmanin et M. Retailleau. M. Darmanin doit faire en sorte de permettre à la justice de fonctionner avec toutes ses règles, avec tous ses codes, et faire en sorte que la loi républicaine soit appliquée. Et que constate-t-on matériellement dans le fonctionnement de la justice? On constate que la loi républicaine est tellement instrumentalisée que même les juges du siège en sont assujettis à cette instrumentalisation, parce que si les procureurs reçoivent des notes de fonctionnement quant aux poursuites qu'ils doivent réaliser, il faut savoir une chose, c'est que pratiquement dans les tribunaux judiciaires, ces notes reçues par le procureur de la République sont diffusées aux juges du siège via le président du tribunal afin que l'on respecte, que le tribunal dans son ensemble respecte ces directives qui sont données. Par exemple, quand on a eu ces manifestations de gilets jaunes qui ont généré 12 000 interpellations, plus de 10 000 gardes à vue, des blessés, des éborgnés, eh bien, lorsque ces gens étaient déférés,
le message du parquet était passé au siège et ils étaient systématiquement condamnés. Et lorsqu'en 2019, suite aux mouvements sociaux, la loi anti-casseurs a permis aux policiers, a permis au ministre de l'Intérieur d'arrêter, de fouiller, de perquisitionner, de, 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 de construire des gardes à vue quasiment à ciel ouvert. On a vu ces gamins arrêtés à la sortie de l'école, placés à genoux, les mains sur la tête ou dans le dos. On s'en souvient de cela. Et c'est quelque chose de contraire à toutes les valeurs que notre pays a défendues pendant des années, pendant des dizaines d'années, des centaines d'années. Et donc, il y a 2 ministres de l'Intérieur aujourd'hui. Voilà, le problème, il est là. Alors, puisque vous parlez d'indépendance, qu'est-ce qui oblige du coup, alors si on prend l'exemple des Gilets jaunes, mais qu'est-ce qui obligerait, puisqu'il y a une indépendance gravée dans le marbre, qu'est-ce qui obligerait et qu'est-ce qui a obligé du coup les juges judiciaires à obéir au parquet? Je ne comprends pas l'obligation qui leur a été faite. Alors, le parquet, comme je l'ai rappelé, est tenu par son statut de dépendance au pouvoir exécutif. C'est clair, c'est net. Les juges du siège, eux, par essence, par nature, n'obéissent à aucune espèce d'instruction qui peut venir de la hiérarchie. Mais ils obéissent malheureusement trop souvent à l'échelle de carrière qu'ils doivent assumer. C'est-à-dire qu'un juge du siège a besoin d'évoluer. Et la hiérarchie du siège va transmettre, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ces instructions du parquet. Et si le juge du siège veut être convenablement noté, il va obéir. Alors, vous avez des résistances. Vous avez des résistances. Ces résistances, on pourra en reparler, se manifestent de différentes façons. Dans le choix aussi des juges du siège qui sont appelés à composer les juridictions. Soit on obéit au tableau de permanence des juges du siège qui vont composer les juridictions correctionnelles, par exemple, soit la volonté du président du tribunal judiciaire ou même la volonté d'un procureur ou d'un procureur général peuvent faire en sorte que l'on choisit soit ces juges du siège, soit ces procureurs pour prendre des réquisitions dans telle ou telle affaire. Lorsque j'étais magistrat, il y a peu de temps encore, et que j'officiais dans les rangs du procureur de la République, j'avais pour tâche aussi de requérir dans les audiences de comparution immédiate, mais je vous assure tout de suite, on m'y a tout de suite, enfin rapidement, évacué, puisque j'avais requis à un moment de ma vie professionnelle une relaxe pour une mère de 7 enfants qui avait volé dans les supermarchés et qu'on voulait condamner. Et j'avais soulevé l'article 122.7, pour ne citer que lui, du Code pénal qui met en évidence que quand on est en état de nécessité absolue, voilà, on peut voler, c'est pas un délit, parce que on commettrait un dommage supérieur si on ne commettait pas ce vol au préjudice de sa famille et de ses enfants. Alors donc, quand vous êtes de permanence pour siéger, que vous soyez au siège ou au parquet et que vous ne convenez pas, eh bien, soit on vous dit non, mais ça va, vous faites autre chose, soit on vous chasse, entre guillemets, de l'audience en désignant quelqu'un, disons, de plus adapté. Alors pour que les personnes qui nous suivent comprennent bien, lorsque vous officiez pour les comparutions immédiates, qui décide de vous démettre de ces fonctions? C'est simplement le tableau de roulement. C'est-à-dire le procureur va vraisemblablement, le procureur de la République du TJ, du tribunal judiciaire, va vraisemblablement se plaindre de ce que le juge du siège ou le substitut du procureur n'a pas joué son rôle conformément à la doxa
qui a été à laquelle nous avons été invités, hein, et que ça ne peut pas durer. Et donc, on vous déplace. On ne vous met, soit on ne vous met plus sur les tableaux de roulement, ce qui a été mon cas, lorsque j'étais en particulier juge d'instruction, et soit on désigne quelqu'un de spécifique pour une affaire donnée, que ce soit d'ailleurs au parquet ou au siège, que ce soit en première instance ou en cause d'appel. Mmh. Alors, on va revenir sur la manière dont vous souhaitez qu'on remette les choses à l'endroit. Je voulais revenir sur l'actualité, puisque j'ai précisé tout à l'heure que vous êtes également syndicaliste. Comment vous avez vécu alors, je dis bien les réactions à l'incarcération annoncée de Nicolas Sarkozy? Alors, je précise que ça donné naissance à une vague d'indignation et puis de dénonciation, notamment de l'une des juges qui était accusée en 2011, je crois, d'avoir participé avec l'ensemble de ses collègues, d'ailleurs, puisque tous les magistrats de France et de Navarre étaient vent debout lorsque Nicolas Sarkozy était encore président. En 2011, on l'a accusé d'être partial, on traite les juges de juges rouges. Enfin bon, il y a un climat qui semble assez particulier. Comment vous avez vécu, comment vous vivez cet épisode? Je le vis non pas avec surprise, plus rien ne m'étonne dans le fonctionnement de la justice et de la façon dont les médias mainstream peuvent répercuter un certain nombre de décisions prises. L'exécution provisoire, pour ne pas la citer, puisqu'il s'agit de l'exécution provisoire d'un mandat de dépôt, et encore dans une considération bien particulière concernant M. Sarkozy, puisqu'on va l'inviter à se rendre à une date déterminée, quelques jours après, en maison d'arrêt. Moi, ce que je veux dire, c'est que toute l'année, en France, il y a des hommes, des femmes qui sont jetés en prison après une comparution immédiate, à la suite de 24 heures ou de 48 heures de garde à vue, au mépris des droits de la défense, qui vont être jugés dans des conditions qui méprisent le procès équitable, qui méprisent les droits de la défense, qui méprisent le débat contradictoire, et ces gens-là, avec quelques feuilles de procédure, 3 à 4 feuilles de procédure, quelques aveux bien sentis ou quelques négations faites, vont être jugés et souvent condamnés à des peines lourdes en récidive, surtout lorsqu'il s'agit d'infractions commises dans la nécessité, commises en raison de la condition sociale dans laquelle ces gens sont plongés à longueur d'année, et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Voilà, personne ne s'émeut de cela, alors que ces gens n'ont pas bénéficié d'une instruction contradictoire, longue, avec des artifices de procédure, des moyens dilatoires qui font que un ministre ou un président de la République, pour ne pas le citer, va comparaître plusieurs années après avoir, au titre d'une association de malfaiteurs caractérisée selon le tribunal judiciaire qui a jugé et condamné, a participé à le blanchiment à venir d'un terroriste qui s'était commis dans l'attentat du DC-10, qui a vu 170 personnes abattues, assassinées, dont 54, je crois ne pas me tromper, ressortissants français, tout cela pour alimenter les caisses d'une campagne électorale de façon présidentielle, pour
pour bien préciser, qui est de manière tout à fait frauduleuse. Voilà le dossier. Alors effectivement, on peut dire c'est un scandale parce qu'il y a l'appel, la présomption d'innocence, etc. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien que euh, les, les nantis du crime soient préservés. Hein. Mais par contre, alors, la justice qui s'abat sur les plus fragiles, sans autre forme de procès que de 24 ou, 20, ou 48 heures de garde à vue, on va les condamner et on va les jeter en pâture à l'opinion publique parce que les gens vont apprendre quoi quand un gars va se faire condamner à 1 an d'emprisonnement ferme, qu'il était un voleur récidiviste sans savoir que ce voleur récidiviste était un gars qui voulait faire vivre sa famille dans des conditions de dignité et qu'il a volé à plusieurs reprises dans des grandes surfaces et qu'il était effectivement, au regard du droit, un récidiviste. Mais quand on a faim et qu'on est récidiviste de la faim, c'est tous les jours qu'on a faim. Et ces gens-là, il n'y a pas une ligne dans la presse mainstream qui vient dire que c'est un scandale. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question, Mourad Guichard. Ce voleur qui va chaparder un morceau de viande ou des légumes par nécessité absolue. Est-ce qu'il est, avant d'aller en prison, est-ce qu'il est reçu à l'Élysée? C'est une première. C'est une première. Une réception à l'Élysée par le président de la République, une visite du garde des Sceaux dont on parlait tout à l'heure, M. Gérald Darmanin, une visite sur son lieu de détention. La présence de 2 officiers de protection dans une cellule proche de la cellule de M. Sarkozy, au mépris des règles de procédure pénale qui interdisent que l'on puisse enfermer avec soi des membres de sa famille ou des amis ou de son entourage. Ça fait très mafieux tout cela quand même, dans la mesure où quand on voit M. Balladur se rendre en limousine à la maison la veille de l'incarcération de ce monsieur qui a été président de la République, tout cela, on a l'impression d'assister impuissant à un remake du Parrain. Enfin, il suffit de voir les images, il suffit de voir ce qui a été d'entendre, ce qui a été dit, la honte que certains croient devoir clamer de voir cet ancien président de la République traité de la sorte, en oubliant qu'il a été jugé et condamné en première instance pour une infraction éminemment grave qu'est l'association de malfaiteurs dans le cadre que j'ai rappelé tout à l'heure du financement d'une campagne présidentielle au mépris d'un mandat d'arrêt d'abord qui était décerné contre un terroriste pour ne pas avoir à l'appliquer en contrepartie des sommes versées par un État libyen. C'est un scandale. Quand on lit les 400 pages de motivation, on peut s'étonner au contraire de ce que cet homme n'ait pas été amené à se frotter au ciment blanc, comment dirais-je, à la cellule froide d'une maison de détention. On s'étonne qu'il n'a pas été détenu avant, comme des centaines d'autres qui le sont, alors que souvent, malheureusement, la détention provisoire est inutile. Il y a des gens qui n'ont rien à faire en prison. On pourra en reparler.
Oui, c'est d'ailleurs l'une des raisons de la surpopulation carcérale chronique, hein, qui Tout à fait. touche notre pays avec des rapports qui, les uns les autres, au fil des années, nous le rappellent. Vous avez, alors, on vous sent très, très, enfin excessivement même, enfin excessivement, dans le sens premier, sensible à cette question fondamentale. Vous avez parlé d'impuissance, ce que j'entends parfaitement, et j'entends que l'impuissance puisse provoquer à ce point-là la colère. Qu'est-ce qu'il faudrait fondamentalement, puisqu'on on approche à grands pas en France d'une élection présidentielle, qu'est-ce qu'il faudrait fondamentalement pour transformer, tenter de transformer les choses et de remettre l'Église au milieu de la mosquée? Aujourd'hui, il n'existe pas de définition officielle des axes de politique pénale, pas plus qu'il n'existe de définition officielle des axes de politique civile, de politique sociale au sein de l'institution judiciaire. Les seuls qui sont amenés à déterminer cela, ce sont en particulier pour le pénal, le garde des Sceaux, le président de la République, qui a une feuille de route et qui la donne à son garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur. Pardon, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le président de la République ait ce pouvoir-là? Ben, disons que à partir du moment où le parquet est statutairement dépendant du pouvoir exécutif, on n'a aucune raison de ne pas penser que le président ne puisse pas avoir son mot à dire, surtout quand, dans le cadre de certaines promesses qu'il peut faire ou qu'il peut tenir, eh bien, il fait en sorte d'aiguiller la politique pénale et surtout avec l'assistance de médias partisans qui vont fabriquer le fantasme sécuritaire avec cette récupération politique de la peur, que ce soit des attentats pour les 2 années d'état d'urgence, etc., de nouvelles normes liberticides. Donc, non, si ce n'est pas étonnant, la seule façon de réduire ça, de changer les choses, c'est la constituante pour laquelle nous investissons, et c'est la sixième République. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, non, ce n'est pas surprenant. Et donc, cette définition-là, il faut la laisser à ceux qui sont les plus légitimes, Mourad Bouchard. C'est-à-dire que je ne vois aucune autre organisation collective. Il faut qu'il y ait de la collectivité, il faut qu'il y ait de la collégialité qui soit légitime pour définir les axes de politique pénale ou civile ou sociale. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui fixerait, en plus, il y a toutes les régions qui sont susceptibles d'être prises en compte en fonction de leur sensibilité à la délinquance, qu'elle soit financière, économique, fiscale, etc. Parce que, et corruptive, c'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas à quel point, si, certains, à quel point la corruption est un drame pour la démocratie, puisqu'elle ce sont des atteintes au bien public, au bien commun, ce sont des atteintes aux libertés, ce sont des atteintes qui freinent une démocratie dans ses élans, qui paupérisent les populations. Donc voilà, tout cela, il faut que ça soit défini. Et je ne vois personne d'autre que l'Assemblée nationale qui puisse le faire. Alors bien entendu, il pourrait y avoir des commissions à charge pour l'institution judiciaire via le Conseil supérieur de la magistrature, via le ministre de la Justice qui ferait alors
la transition qui permettrait le passage de ces définitions-là pour que en France, il y ait une véritable détermination de la politique pénale, civile et sociale dans ce pays. À charge, bien entendu, pour la magistrature d'en référer et de justifier que les axes définis sont respectés. Et à charge, bien entendu, d'engager la responsabilité de ces magistrats. Or, aujourd'hui, on assiste à quoi? Non seulement on assiste à une instrumentalisation de la loi républicaine, on va poursuivre, par exemple, des gens qui manifestent en faveur du peuple palestinien massacré, qui vont être déférés, placés en garde à vue, jugés, condamnés, et alors que d'autres qui incitent aux crimes de guerre et qui se gobergent des crimes de guerre, qui font l'apologie du génocide, ou qui s'y commettent parce qu'ils sont franco-israéliens, il ne se passe rien, où il y a quelques enquêtes, dit-on, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne connaît absolument pas quelle est quels sont leurs sorts, quoi. Voilà, donc il faut changer tout ça, et il faut aussi qu'on redéfinisse les actions de l'École nationale de la magistrature, et qu'on définisse la place du magistrat dans la cité. C'est-à-dire que c'est un citoyen comme un autre. Donc, ça veut dire qu'on redéfinisse le cadre des candidats appelés à être formés. Il faut qu'on redéfinisse la formation, le fonctionnement, l'organisation de la justice. C'est un long travail, c'est un énorme chantier, mais on ne peut pas en faire l'économie. On en reparlera bien évidemment. Vous serez toujours le bienvenu, cher Albert Lévy. On a atteint même la fin de cet entretien que j'ai trouvé, pour ma part, absolument passionnant. Puis passionnant parce qu'on vous sent vraiment passionné par ce domaine régalien. Juste en un mot, et on en terminera provisoirement par cet aspect de votre personnalité, votre engagement, comment vous le liez à cet engagement-là pour la justice, comment vous le liez à votre engagement contre l'extrême droite, en quelques mots, s'il vous plaît. L'extrême droite, c'est la négation de la justice et des libertés. Or, j'ai une conception très camusienne de la justice. Une justice rendue alors qu'elle n'est pas adossée aux libertés, alors qu'elle n'est pas adossée aux grandes valeurs qui ont construit ce pays, à savoir l'égalité des droits et non pas des chances, la fraternité, la solidarité, ce n'est pas une justice. Et ce combat-là, d'une justice intègre, d'une justice adossée aux libertés, est antinomique avec l'extrême droite. L'extrême droite qui est dans la discrimination, qui est dans l'intolérance, qui est dans la restriction, le recul de l'état de droit. Voilà, la justice, c'est tout le contraire. C'est le paradoxe de la conception fascisante que l'extrême droite a dans ses rapports avec le monde, avec la citoyenneté, avec la République, puisqu'elle nie souvent les fondements de la République. Observatoire national de l'extrême droite, ONED, je vous invite à aller sur le site, évidemment, de voir ce que vous avez pu, Albert Lévy, y publier, et puis évidemment dans l'Humanité, tout simplement à vous googliser, comme on dit en bon français, de façon à retrouver vos écrits. Merci infiniment, cher Albert Lévy. On vous retrouvera, je pense, puisque c'est une question centrale. J'espère qu'elle aura sa place un peu comme celle du contrôle et de la régulation des médias dans les programmes politiques à venir, à savoir la présidentielle et législative. Mais voilà, comme je le dis, notre porte vous est ouverte. Donc, je vous dis pas au revoir, mais à très bientôt et merci infiniment. Merci infiniment, Mourad Guichard. Merci.